Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h, les titres de l'actualité. Le lancement du projet de renforcement de résilience économique des entreprises qui s'est tenu dans la région de Tadjoura. Et concernant le coronavirus, la France s'est mise sur des tests rapides pour améliorer son dispositif. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la suite des questions-réponses qui ont eu lieu hier 5 novembre à l'hémicycle national. Eh bien, en ce qui concerne les questions que les parlementaires ont posées, c'était des questions pertinentes concernant le budget, la santé, le travail et le transport. Je vous propose de suivre l'intervention des élus du peuple. Ma question est, il est vrai que dans le contexte de la crise financière des années 90, la gestion du budget national a été centralisée au ministère des Finances, actuellement appelé ministre du Budget, afin de faire face aux difficultés de trésorerie de l'époque. Or, avec une expansion économique générant une croissance de 7%, n'est-il pas temps de revenir à la normale et de laisser la responsabilité à tous les autres ministres de gérer leur propre budget national? Monsieur le ministre de la Santé, la région de Bok souffre d'un manque cruel du personnel qualifié dans les domaines de la santé publique. En effet, les infirmiers diplômés d'État se font de plus en plus rares dans toutes les structures sanitaires de la région de Bok. Les services est donc assurés faute de mieux par les agents de santé communautaires. J'insiste et je dis bien les agents de santé communautaire, monsieur le ministre, qui d'ailleurs, évidemment, n'ont reçu aucune formation adaptée à cette femme, bien sûr. Il en est de même pour la maternité où le manque de sages-femmes atteint un seuil alarmant, monsieur le ministre. Comment comptez-vous donc, monsieur le ministre, combler ce vide? Qu'avez-vous prévu pour éviter la fermeture imparable de ce seul bloc indispensable pour le bien-être de nos jeunes mamans? En août 2002, un décret présidentiel a été promulgué. C'est le décret 2002-0170 qui a été mis en place le 1er septembre 2002. Juste à titre rappel, ce décret concerne le ministère du Travail. Je vais vous lire le premier article de ce titre avant de poser ma question. Le premier article de ce titre, de ce décret dit « Afin de garantir l'égalité de chances et d'accès au travail en vue d'un fonctionnement efficient et efficace de l'administration et des institutions de l'État, les fonctionnaires et les agents conventionnés de l'État, des entreprises et des établissements publics doivent recruter, je précise, doivent recruter par voie de concours à compter du 1er septembre 2002. Ma question est vraiment large. Ça concerne le ministère du Travail et les autres membres du gouvernement. En quoi il y a un problème pour l'application de cet article? Surtout que cet article concerne toute la jeunesse du Boussienne et qu'est-ce qu'elle met sur le même pied d'égalité tout le monde. Les réseaux des pistes rurales représentent la grande partie des réseaux routiers de notre pays. Ces pistes jouent un rôle très important sur le plan économique et social du pays. Elles permettent aux populations rurales de se déplacer aux structures sociales comme les centres de santé, les écoles et les hôpitaux régionaux, mais également pour le tourisme aux centres de loisirs et de compléments touristiques. Ces réseaux constituent non seulement un lien entre les villages, les sous-préfectures et les chefs-lieux, mais aussi entre certains axes routiers principaux. Malheureusement, ces pistes ne sont pas entretenues depuis plusieurs années. Elles se sont dégradées plus fortement depuis les dernières pluies de novembre 2019. Mes questions s'adressent au ministre de l'Équipement et celui de l'Intérieur. Qui a la responsabilité, monsieur le ministre, de l'entretien des pistes rurales des régions? Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner au moins l'inventaire de nos pistes rurales? Suivant cette fois les réponses des membres du gouvernement concernant les questions qui leur ont été posées par les élus du peuple. Est-ce que vous connaissez la loi fondamentale de la République de Djibouti en tant qu'ordonnateur?
La loi dit qu'il y a un seul ordonnateur unique dans la République de Djibouti. C'est le président de la République. Et un seul ordonnateur délégué. C'est la loi. Il faut demander à ce qu'on change la loi. Il n'y a qu'un seul ordonnateur délégué qui est le ministre du budget. Et il y a des ordonnateurs subdélégués qui est le directeur de l'exécution. C'est moi qui subdélègue. Et le président délègue pour moi. Donc, cette question, il faut revenir à la loi fondamentale de la République de Djibouti. Deuxième chose. Il n'y a qu'une seule politique dans ce pays. Il n'y a pas de politique monétaire, il y a la politique budgétaire. Et pour répondre, si on se disperse, il y a, comme on l'appelle, une certaine transparence. Le fait de déléguer qu'il y ait une seule politique budgétaire, la loi budgétaire, c'est la seule chose, le seul instrument que la République de Djibouti dispose pour transformer ce pays. Donc, disperser, ça serait une erreur. La dernière fois que j'ai visité à Obok, avec les deux députés de la région d'Obok, il a été constaté, je dis bien, et ils vont confirmer devant vous, que Obok dispose non seulement tous les services nécessaires, aussi bien un bloc opératoire équipé avec un plateau technique bien élevé, et nous avons également recruté un gynécologue obstétricien qui a été... on a fait des efforts pour ramener ce gynécologue. Et au niveau de cet hôpital, je crois qu'il ne manquait pas de personnel qualifié. Il y avait les sages-femmes, tous les paramédicaux étaient présents et les docteurs sont en nombre suffisant. Et il y a un gynécologue qui fait à cheval entre Obok et Tadjoura, et c'est par manque de médecins spécialistes que nous avons mis en place un seul médecin, que nous avons mis un seul médecin à Obok, qui fait 2 jours à Tadjoura et 3 jours à Obok. Je ne pense pas que l'hôpital d'Obok soit l'hôpital le plus démuni. Je dis souvent, c'est l'hôpital le plus équipé, où il y a plus de personnel qualifié. Le décret en question, 170 de 2002, qui oblige tous les départements ministériels à opter pour le câlin du concours lors du recrutement est non pas indispensable, mais obligatoire. Et en ce sens, nous avons conçu, élaboré, et je parle sous la police du Premier ministre et du gouvernement, une circulaire justement rappelant la responsabilité de tout un chacun pour que le seul canal qui puisse être utilisé est celui du concours pour le recrutement dans l'administration publique. Et en ce sens, je me tourne vers quelques collègues avec qui j'ai eu également des discussions, non pas âpres, mais enrichissantes, justement pour imposer le concours lors du recrutement. Et c'est ce qui a été fait. Et j'interpelle l'honorable Omar et je l'invite samedi, Inch'Allah, à l'école de la ZPS pour justement voir de visu et vivre un moment important, grandiose, de passation de concours pour le recrutement au niveau du ministère de l'Énergie. Je suis tout à fait d'accord avec son honorable El Mahabé. J'ai reçu le parlementaire de la région d'Ali Sabié dans mon bureau. Je leur ai montré le programme qu'on a fait suite au tournoi du président dans la région d'Ali Sabié et dans différentes régions. Nous avons programmé de réhabiliter le piste de Goubato, Pio Adey, piste de Gistir, piste de Ali Sabi Ali Adey.
et Aliadé Holhol Djibouti. Le retard que nous avons eu, c'était programmé pour le mois de novembre et décembre, mais on a eu de retard à cause des équipements de la base technique de Dikil qui couvre la région d'Ali Sebié, qui est actuellement pris par la réhabilitation de la RNA à partir de Doudou Blalé jusqu'à Dikil. Honorable Elmi Mahabé, dès que nous finissons ces travaux, très prochainement, vous aurez les équipements de l'ADR sur les pistes que j'ai citées tout à l'heure. Et nous allons à Tadjoura pour parler du lancement officiel du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables. Eh bien, placé sous le haut patronage du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, du secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le centre de leadership de l'entrepreneuriat organisé ce jeudi, le lancement officiel du PREV, programme de renforcement, eh bien, dans le chef-lieu de la région de Tadjoura, d'un montant de 7 350 000 dollars américains, et s'équivaut à 1,304 milliard de nos francs. Ce projet financé par la Banque islamique de développement a pour objectif de fournir une aide d'urgence aux AGR et micro-entreprises touchées par la crise socio-économique due au Covid-19 et d'améliorer l'accès aux compétences de production du secteur de la pêche, de l'agropastoralisme et de l'artisanal dans la région de Tadjoura. Très touché par la Covid-19 comme partout à Djibouti. Donc aujourd'hui, c'est avec joie et satisfaction que nous accueillons le projet PREV qui va donner qui répond aux ripostes et qui va booster les jeunes qui étaient désespérés. Donc pour cela, nous remercions infiniment les centres clés. Monsieur le ministre et chers invités, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la jeunesse de Tadjoura sont déterminés et engagés pour entreprendre. Et juste ce qui leur manquait, c'est la voie de financement. Et aujourd'hui, ils vous disent merci et ils sont déterminés. Et dans leurs interventions respectives, le préfet et le président du conseil régional n'ont pas manqué de remercier les efforts du gouvernement pour réduire la pauvreté grâce à l'entrepreneuriat. Je voudrais exprimer la bienvenue à la délégation gouvernementale de haut niveau et les représentants des organismes d'aide et de développement qui ont fait le déplacement jusqu'à Tadjoura et qui ont bien voulu accorder l'honneur à notre région pour abriter cet événement très significatif. Les efforts du gouvernement pour réduire l'impact de la pauvreté sont multiples. Le programme des filets sociaux, si je rappelle, lancé par le département des affaires sociales et de la solidarité, a permis de toucher beaucoup de jeunes qui se sont pris en main et a montré des signes encourageants par le passé. La pandémie du Covid-19 a durement touché cette année les entreprises, les petits commerces ainsi que les journaliers. Cette crise sanitaire qui persiste encore dans le monde et par une deuxième vague a surtout montré la fragilité de l'économie informelle. À cet effet, je peux dire que le programme PREV vient à point nommé pour renforcer celui déjà existant et par la même occasion donner espoir aux personnes vulnérables, car cela permettra de viser plus de gens et entreprises. Le nombre de jeunes inactifs est déjà alarmant dans notre pays comme dans la région. S'ajoutent de plus en plus de diplômés qui grossissent le rang, alors que le marché du travail commence à saturer au sein des institutions publiques de l'État. En ce jour où nous procédons au lancement du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables à Tadjoura, qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde satisfaction de vous accueillir dans la ville blanche. L'épidémie du Covid-19
dont une partie de vos programmes est consacrée pour ce Covid-19, comme nous le savons, touche l'ensemble de la population djiboutienne. La région de Tadjoura a sévèrement été affectée, surtout dans les villages frontaliers qui commerçaient avec les pays voisins dont les frontières étaient fermées. Ceci aussi n'a pas épargné le district de Tadjoura dans son ensemble. Dès le début de la pandémie, des familles vivant des revenus de petites activités génératrices de revenus ont vu leur commerce fermé, cause de l'épidémie. Et ceci a durement infecté cette tranche des populations qui étaient vulnérables. Et ceci dans tous les districts de l'intérieur, je pense, aussi bien à Djibouti. Mesdames, Messieurs, des mesures d'atténuation louables de ces effets négatifs de cette crise sanitaire ont été mises en place par le gouvernement à travers la politique de son Excellence le Président de la République. Mais il s'avère que la population a peine à résister au choc de Covid-19. La mise en place de cette nouvelle structure, dont le ministre des Finances nous a longuement parlé depuis un certain temps, et j'ai vu qu'il était très attaché aussi, pas uniquement au Covid, mais aussi au développement agro-pastoral. Nous avons échangé, Monsieur le ministre, beaucoup de points de vue communs, et ceci aujourd'hui, je pense, est bien arrivé. Et le secrétaire d'État à la décentralisation a rappelé que ce financement de la Banque islamique de développement améliorera les conditions de vie des jeunes entrepreneurs de la région de Tadjoura. Je suis extrêmement ravi de prendre part au lancement du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables qui ciblent particulièrement les secteurs essentiels comme l'agriculture, l'agropastoralisme, l'artisanat et la pêche. Mon département souscrit avec conviction à ces projets dont l'ambition est de renforcer la résilience des ménages vulnérables et de PME touchés de plein fouet par la pandémie Covid-19. En adéquation avec les orientations et les besoins exprimés par notre gouvernement, le ciblage des secteurs concernés apporte une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires à la fois des départements de la décentralisation, de l'agriculture, ainsi que des affaires sociales et des solidarités. Aussi, je voudrais d'emblée féliciter et remercier mon collègue de l'économie et des finances d'avoir associé à ce lancement mon département. Ces derniers se trouvent au carrefour des interventions sectorielles favorisant la consolidation, la participation et l'implication des acteurs associatifs, les élus locaux et régionaux dévoués au service des populations vulnérables. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le lancement de ce projet dans les objectifs cadrent admirablement avec nos actions entreprises dans les régions s'effectuent en présence des préfets et des présidents de conseils des 5 régions du pays. Cette implication des responsables de ce rang mérite d'être saluée. Elle apporte à ce type d'initiative les caractères à la fois national et inclusif. C'est aussi un gage de participation des bénéficiaires dont les avis et l'implication restent incontournables. Et quant au ministre des Finances, il a indiqué qu'en fournissant des subventions aux entreprises, ceci permettrait de financer le développement d'activités économiques et activités génératrices de revenus pour les jeunes entrepreneurs. Je voulais ici tout d'abord vous remercier très sincèrement de cet accueil toujours chaleureux de Tadjoura et de sa population. On est toujours bien de retrouver la ville blanche, mais on est aujourd'hui de retour pour parler plus concrètement de l'avenir de la jeunesse, de l'avenir de l'entrepreneuriat ici dans la région de Tadjoura, mais également de toute la République de Djibouti. Ces projets dont les explications et les détails vous ont été apportés et ne portent
sur la construction d'une résilience des très petites et petites entreprises qui ont été touchées après la crise de la Covid, mais également pour faire la promotion de l'entrepreneuriat dans la région et sur la République de Djibouti dans son ensemble. Si on a choisi Tadjoura, parce que nous parlons d'un projet qui, plus ou moins, va en tout cas voir à peu près 1,3 milliard de francs Djibouti. C'est 7,3 millions si ma mémoire est bonne. Donc c'est pour toutes les régions. On a voulu faire un peu ce clin d'œil à la ville de Tadjoura. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous estimons que Tadjoura a beaucoup de potentiel. Tadjoura a besoin d'une promotion de sa jeunesse, mais également de ces hommes et ces femmes, et en particulier ces femmes, notamment dans l'artisanat, qui est très connu également sur toute la République de Djibouti et au-delà de la République de Djibouti. Je vois ici la dynamique Hasna ici, Hasnatou, qui est présente avec nous. Récemment, le chef de l'État avait fait une tournée dans les régions de l'intérieur pour dialoguer directement avec la population et entre autres avec la population de Tadjoura également. Et certaines demandes ont été formulées, notamment pour ce qui concerne de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, qui souhaitent de plus en plus se prendre en main, qui souhaitent réussir, qui souhaitent eux-mêmes créer non seulement des emplois pour leurs propres personnes, mais créer des opportunités autour d'eux également. Mieux encore, de suivre les pas de quelques originaires des régions de l'intérieur et notamment de Tadjoura qui ont réussi et qui sont en train de faire de belles choses ici à Tadjoura. Une délégation officielle conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, s'est rendue hier à Arta, plus précisément Senihil Center, accompagné de la maire de la ville de Djibouti, plusieurs hauts responsables de son département. Eh bien, le ministre a été accueilli par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheko Hassan, et plusieurs responsables de la région. Eh bien, un invité de marque en la personne de Lahab Salah, célèbre poète, compositeur somalilandais, considéré comme l'un des meilleurs en Afrique de l'Est, a par ailleurs assisté à cette cérémonie. Cette cérémonie s'est achevée en apothéose avec la remise de plus de 105 ordinateurs portables et une magnifique photo de famille a été prise ensuite. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Éducation a félicité les bacheliers. Il a ensuite mis l'accent sur les difficultés rencontrées cette année, et notamment dues à la crise du Covid-19. Mes très chers lauréats, ce jour est un grand jour parce que le baccalauréat session 2020 n'est pas un baccalauréat ordinaire. Pour arriver là, il a fallu non seulement travailler avec abnégation, mais également ce fut un combat de longue haleine pour surmonter et vaincre les aléas et les difficultés consécutives à une crise mondiale sans précédent qui avait mis le monde entier aux arrêts. C'est pourquoi ma joie est profonde et ma fierté est immense en vous disant, chers lauréats, mentionnez très bien du baccalauréat session 2020, vous incarnez de la plus belle manière le succès fulgurant remporté face à une année chargée bien sûr de labeur et d'incertitude pour le monde.
et les sceptiques pronostiquaient avec conviction que le Covid-19 aurait son dernier mot et que le baccalauréat n'aurait pas lieu. Vos succès et vos prouesses exceptionnelles nous ont permis de démentir de manière éclatante les prévisions les plus pessimistes. Non seulement nous avons réussi à organiser le bac, mais encore nous l'avions mené à terme, tel que nous l'avions prévu, planifié initialement. Notre formidable résilience a été tellement que même les sujets proposés sont ceux qui ont été préparés, mis sous scelle depuis le mois de janvier 2020. Ce que j'entends par là, il ne s'agit pas nullement d'un bac au rabais, mais un bac qui s'est passé dans les mêmes conditions, malgré ces situations difficiles, dans les mêmes conditions que ceux qui ont eu leur baccalauréat l'année dernière. Je veux dire que par là, que vous, bacheliers de la session 2020, vous êtes tout simplement extraordinaires. Cette belle victoire, cette prouesse, cet exploit, cet extraordinaire exploit, par-dessus tout, nous la devons à nos vaillants enseignants, à ces hommes et à ces femmes qui se sont dévoués à votre réussite en menant avec le cœur et l'engagement éthique qui leur font honneur. Et direction le Somaliland, où une importante délégation de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti s'est rendue jeudi à Zeila, conduite par M. Mohamed Aden Ouabari, conseiller du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Et bien, cette délégation a été accueillie par les autorités de la région Selal et de la municipalité de Zeila, une ville historique et stratégique dans la sous-région. La délégation était composée notamment d'ingénieurs, de pilotes maritimes. Cette visite vient dans le cadre de la prospection des constructions des infrastructures portières au port de Zeila. La visite a commencé par un tour de site de cette localité, un site historique que les habitants de la localité exploitent le sel d'une manière artisanale, mais ils se plaignent actuellement d'un manque de marché et des difficultés persistantes à la commercialisation du sel dans le Somaliland, voire les pays voisins. Eh bien, dans une interview accordée à la presse, le secrétaire général de la municipalité de Zeila et le représentant du Somaliland à Djibouti ont d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation avant de souligner l'importance du renforcement de la coopération fraternelle entre la République de Djibouti et le Somaliland. Eh bien, le représentant du Somaliland à Djibouti a rappelé lors de s'en rendre compte que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le président du Somaliland ont convenu d'élargir la coopération et les relations socio-économiques entre les deux pays. Et quant à M. Mohamed Aden Ouabari Dijon, conseiller du président de l'autorité de ports et des zones franches, a de son côté remercié les autorités somalilandaises pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à ses délégations. Nous sommes, a-t-il dit, aujourd'hui à Zeila pour lancer des projets importants qui témoignent de la coopération entre les deux pays. Des experts de la société d'Amen sont avec nous pour lancer une étude sur la construction du port de pêche de Zeila. Retour à Djibouti, la mairie de Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a lancé ce matin une formation de plantation et d'entretien des arbres au sein de la direction de l'agriculture. On prit part à ce projet, 50 jeunes issus des quartiers de 3 communes de la capitale qui bénéficient d'une formation qui prendra fin ce dimanche. Ces jeunes sont encadrés par un cadre du ministère de l'Agriculture, objectif étant de sensibiliser le grand public aux enjeux et aux bénéfices de cette formation qui leur sera donc bénéfique.
Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès survenu de Qourecho Aden dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital soudanais. La défunte née le 12 octobre 59 à Ali Sabié est la mère de 14 enfants et 6 petits-enfants, dont l'actuel directeur administratif et financier du ministère de la Communication. L'ensemble du personnel du ministère de la Communication adresse leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale et concernant le dépistage du Covid-19, la France mise sur des tests rapides pour améliorer son dispositif. L'arrivée progressive des tests rapides représente un signe d'espoir. Ces tests représentent une alternative intéressante aux tests PCR. Elle effectue également à l'aide d'une tige enfoncée au fond du nez. Ils prennent également et leur permettent d'avoir des résultats au bout de 15 à 30 minutes. Mais ils sont moins efficaces que les tests PCR, notamment avec les patients asymptomatiques. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.